C'est un autre de ces cas de crimes véridiques fous venant du Japon, et pour quiconque y a vécu ou visité, ils peuvent voir que c'est une société moderne hautement fonctionnelle avec un faible taux de criminalité. Mais quand un crime se produit, il y a une chance qu'il puisse devenir sauvage. Cela commence un vendredi, 18 avril 2008, et la plupart des gens rentrent du travail, tout comme cette femme, Rurika, qui vit dans un appartement nouvellement construit à Kodowar, Tokyo. Maintenant, même pour le Japon, cet appartement est particulièrement sécurisé. Il dispose de fonctionnalités de sécurité, de surveillance, telles que des caméras lorsque vous entrez dans l'immeuble, des caméras à l'ascenseur de chaque étage, et il n'est qu'à 10 minutes à pied de la station Shiomi, sur la ligne JR Kaio, ce qui en fait un endroit pratique pour séjourner. Cette femme a été aperçue rentrant seule dans son immeuble après sa journée de travail, comme à son habitude. Elle s'est dirigée vers le tout dernier étage, le 9e étage, où elle avait un studio qu'elle partageait avec sa sœur, la chambre 916. Il y a des caméras au 9e étage, mais elles sont juste à l'ascenseur. Ce soir-là, à 20h43, sa sœur, Rika, est également rentrée à l'appartement, s'attendant tout à fait à trouver sa petite sœur à la maison. Juste une heure plus tôt, à 19h21, Rurika lui avait envoyé un message disant qu'elle avait fini son travail et rentrait à la maison. Rika s'attendait à ce que sa sœur soit déjà à la maison à son arrivée. Cependant, arrivée à la porte, elle fut surprise de la trouver déverrouillée. Et, tenant la poignée et la poussant à l'intérieur. Elle a trouvé l'appartement totalement noir, ce qui était très étrange. La seule lumière venait de l'extérieur, mais elle a remarqué les chaussures de sa sœur juste à l'intérieur de la porte. Elle a alors pensé que sa sœur avait eu une urgence et avait dû se précipiter aux toilettes. Elle a laissé la porte verrouillée et les lumières éteintes, ayant oublié de les allumer en entrant. Malheureusement, Rurika n'a plus jamais été vue, comme si elle s'était simplement évaporée dans l'air. Ce cas a obsédé beaucoup de personnes à travers le Japon, car rien ne semblait pouvoir expliquer la disparition de cette femme, et cette disparition soudaine a conduit beaucoup à invoquer le terme kamikakushi, qui est un concept du folklore japonais, faisant référence aux personnes emportées par les dieux ou les démons, et lorsque ce crime a finalement été résolu, beaucoup ont proclamé que c'était presque le crime parfait. Au début, Rika a décidé de se détendre, elle a enfilé son pyjama, pris un yaourt et s'est assise pour regarder un peu la télévision. Mais au fil du temps, elle a réalisé que leur petit studio était étrangement silencieux. Alors elle se lève et se dirige vers la porte de la salle de bain pour frapper et voir si sa sœur a besoin de quelque chose. À sa grande surprise, la porte s'ouvre simplement. Il n'y a personne à l'intérieur, mais elle se rend compte que sa sœur est probablement juste sortie pour passer un coup de téléphone. C'était assez courant entre les sœurs car elles partageaient un studio. Ce serait perturbant si elles parlaient toutes les deux fort dans un si petit appartement. Elle récupère son manteau et part à la recherche de sa sœur. D'abord, elle descend au premier étage mais ne voit rien. Maintenant, elle commence à s'inquiéter car cela fait plus d'une heure et sa sœur n'a pas dit un mot. Rika retourne au 9e étage, se demandant si peut-être sa sœur était revenue pendant qu'elle était partie la chercher. Mais cette fois, elle remarque quelque chose qui la perturbe complètement. Il y a de petites taches de sang sur le mur près de l'entrée, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Et maintenant, elle panique complètement. À 9h16, elle appelle la police et leur dit que sa sœur, le sac à main et le téléphone portable de sa sœur ne sont pas dans l'appartement. L'opérateur lui pose quelques questions puis lui conseille de rester à l'intérieur et de verrouiller les portes. Les officiers sont en route. Rika appelle ensuite ses parents à 25h, informe son père exactement de ce qui s'est passé. En attendant leur arrivée, Rika fouille l'appartement à la recherche d'indices pour aider à localiser sa sœur. Elle découvre qu'un couteau a disparu ainsi qu'un maillot rose que sa sœur avait l'habitude de porter. En y regardant de plus près, elle trouve aussi les boucles d'oreilles de sa petite sœur sur le sol près de la porte. Et de manière inquiétante, d'autres taches de sang ont été trouvées sur les carreaux près du couloir, mais ces taches semblaient être estompées, comme si un nettoyage de faible effort avait été effectué. La police est arrivée en un peu plus de 10 minutes et a commencé à interroger Rika sur l'incident. Ils ont aussi discuté avec ses parents à leur arrivée peu après. Les taches de sang et les signes de lutte étaient limités uniquement à l'intérieur de l'appartement. L'examen des flux de caméras de l'immeuble n'a fait que soulever plus de questions qu'il n'en a résolu. Rurika est entrée seule dans l'immeuble. Elle ne semble pas être suivie et à 7h31, elle sort de l'ascenseur du 9e étage. Rien ne semble sortir de l'ordinaire. Il n'y a que des individus qui sont entrés et sortis du bâtiment ce jour-là. La police boucle toutes les entrées et sorties du bâtiment. Cet ensemble d'appartements est maintenant flambant neuf.
Il a juste ouvert il y a quelques mois en décembre de l'année dernière, la majorité de ces unités sont encore vacantes. La police décide de vérifier même les unités vacantes au 9e étage. Il n'y a qu'une autre unité qui est occupée de portes plus loin, à l'unité 918, vers 10h20 ce soir-là, les officiers frappant à la porte. Mais il n'y a pas de réponse, les officiers attendent un moment avant de s'en aller, mais alors 21 minutes plus tard, un homme sort, c'est un résident de 33 ans de l'unité Takanori Hoshijima. Les officiers lui ont demandé s'il avait entendu des bruits étranges ou vu quelque chose d'inhabituel, mais Hoshijima a dit qu'il n'avait rien remarqué. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait son voisin, il a répondu qu'il n'avait emménagé que depuis 1 mois et bien qu'il les ait vus, il ne connaissait pas leur nom. Quand ils lui ont expliqué la situation complète, il semblait véritablement surpris et a dit « J'ai peur ». C'est terrifiant. Un jour passe, la famille était malade d'inquiétude et la police a déjà fouillé tous les appartements vacants du complexe. Comme il n'y a qu'un autre appartement occupé au 9e étage, la police décide de rendre une autre visite à Hoshijima. Quand il frappe à la porte de Hoshijima, il répond. Il demande s'ils peuvent entrer et fouiller son appartement. Il accepte et les invite à entrer. Une fois entrés, ils remarquent une grande pile de boîtes en carton partout dans sa maison. Ils demandent s'ils peuvent jeter un coup d'œil. Hoshijima coopère plus que requis. Il ouvre même l'une de ces boîtes, révélant le contenu des DVD, des animés et des jeux vidéo. Hoshijima ouvre même plusieurs autres boîtes pour la police. Voyant sa coopération, la police ne reste pas longtemps et après avoir fouillé son appartement pendant 20 minutes, il s'excuse de l'avoir dérangé, le remercie pour sa coopération et partent. Pendant ce temps, les analyses de la police scientifique identifient positivement le sang dans l'appartement 916 comme appartenant à Rurika. Mais ils ont également trouvé une empreinte digitale partielle, et cette empreinte digitale n'appartenait ni à Rurika, ni à sa sœur, ni à leurs membres de famille, ni à quiconque ayant accès à cet appartement. Alors, la police a décidé de prendre les empreintes digitales de chaque résident vivant dans l'immeuble, mais aucune des empreintes digitales recueillies ne correspondait à celle trouvée dans l'appartement de Rurika. Encore plus de journalistes et de médias s'étaient installés à l'extérieur de l'immeuble avec leurs caméras pointées vers le bâtiment à la recherche de tout indice qu'ils pourraient obtenir et ils essayaient de parler à toute personne autorisée à entrer et sortir du bâtiment. Les résidents étaient le poursuivi pour des questions et l'un d'eux était Hoshijima. Il semblait amical et ouvert pour parler de ce qui se passait à l'étage. Mais la façon dont il parlait aux journalistes était très étrange. Il parlait de combien les preuves étaient horrifiantes, mais puis il se mettait à rire spontanément. Son langage corporel semble contredire ses paroles. Et contrairement à beaucoup d'autres résidents, il semblait apprécier l'attention. Hoshijima riait souvent pendant son interview. Il a ri 16 fois, souvent aux moments les plus inappropriés. Il a ri quand on lui a directement demandé à propos de Rurika et a même gloussé lorsqu'on lui a demandé s'il la trouvait attirante. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait être suspect, il a ri et a dit « Eh bien, ouais, je suppose que je suis suspect », avant de rire à nouveau. Quelque chose n'allait pas chez lui et la police a décidé de l'examiner à nouveau en commençant par les empreintes digitales qu'il avait fournies. Ils ont découvert que les sillons et les lignes sur ses doigts étaient à peine lisibles, comme s'il les avait altérés pour les rendre illisibles. Cela a considérablement augmenté leurs soupçons à son égard, mais c'était insuffisant pour l'arrêter. Ce n'est qu'1 mois plus tard que la police l'a surpris en exigeant à nouveau ses empreintes digitales. Il a accepté à contre-cœur. Et voilà, ces empreintes correspondaient à l'empreinte partielle trouvée dans l'appartement de Rurika. Hoshijima a été arrêté le lendemain, le 25 mai. Il ne pouvait être accusé que d'effraction, mais cela leur a maintenant donné l'autorité pour une fouille approfondie de l'appartement de Hoshijima et ils l'ont minutieusement parcouru avec du luminol et ont découvert de grandes traces de sang et le sang correspondait à l'acide désoxyribonucléique de Rurika et son acide désoxyribonucléique a été retrouvé un peu partout dans l'appartement de Hoshijima, y compris dans le couloir, la salle de bain, sur un t-shirt et il était horrifiant de trouver également son acide désoxyribonucléique sur une planche à découper, sur des couteaux de cuisine et un aiguiseur de couteau. Le frigo de Hoshijima contenait également ces substances brunâtres qui étaient supposées être du sang et des fluides corporels. Il correspondait également à l'acide désoxyribonucléique de Rurika. Le 26 mai, le lendemain de l'arrestation de Rurika, son téléphone portable a été trouvé dissimulé derrière les toilettes sur le lieu de travail de Hoshijima.
Ces empreintes digitales ont été trouvées sur le téléphone qui contenait également une petite photo de Rurika et un morceau de papier avec son nom. Les détectives ont confronté Oshijima avec cette montagne de preuves. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il l'avoue, mais quand il l'a fait, il n'était pas timide ou n'a retenu aucun détail de ce qui s'est passé. Il semblait revivre et apprécier l'horrible et répugnant crime qu'il avait commis. Depuis son emménagement, il admet être complètement épris d'une jeune employée de bureau qui vivait à côté de lui dans la chambre 916. Il a avoué l'avoir suivie pendant près d'un mois. Mais c'est étrange qu'il n'ait pas remarqué qu'elle vivait avec sa sœur aînée. En fait, il semblait viser la sœur aînée, Rika. La sœur cadette est simplement rentrée à la maison en premier. Il a admis avoir une fantaisie déviante de vouloir créer, selon ses propres mots, une esclave pour mes désirs égoïstes. Et il a choisi le 18 avril, un vendredi, comme date pour exécuter son plan parce qu'il aurait tout le week-end pour se concentrer sur son esclave. Quand Rurika est rentrée à la maison ce soir-là, Oshijima, qui l'écoutait, a enfilé un survêtement et a marché pieds nus pour éviter le bruit et les empreintes de chaussures. Quand elle a ouvert la porte, il s'est rué à l'intérieur et l'a prise par surprise. Selon ses propres mots, Verika criait et se défendait. Il a été surpris par sa force et comment elle a failli le forcer à sortir. Mais ensuite, il a réussi à lui frapper la tête contre le mur, ce qui l'a étourdie et elle a même commencé à saigner. Sa résistance s'est estompée et il a pu lui lier les mains avec une serviette. Il a ensuite pris un couteau dans son studio et a menacé de la tuer si elle faisait un bruit. Avec un couteau sur sa gorge, il l'a emmenée dans son appartement et l'a jetée sur un matelas. Il l'a ensuite ligotée avec du ruban adhésif. Il a éteint son téléphone portable puis a tenté de l'agresser sexuellement. Mais une fois de plus, il a été surpris par la façon dont elle a pu se défendre avec acharnement et il n'a pas pu mener à bien son plan. Frustré, il a regardé des vidéos pornographiques à la place, puis il s'est tellement absorbé dans ces vidéos qu'il a perdu la notion du temps jusqu'à ce qu'il entende frapper à la porte à 20h de le 21. Il se hâte vers la porte et jette un coup d'œil par le judas. Quand il voit 2 policiers, il panique encore plus. Il se hâte de bâillonner la bouche de Rurika avec du ruban adhésif. De ses propres mots, il se cache à l'intérieur pendant les 20 prochaines minutes, mais décide ensuite de sortir, prétendant visiter une épicerie comme excuse pour observer les actions de la police. Mais son arrestation à l'extérieur par des officiers l'a complètement paniqué. Malgré une mise en scène de surprise et de calme, intérieurement, il était complètement effrayé. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'abandonner son plan de garder Rurika comme esclave sexuelle. Au lieu de cela, il a pensé à des moyens de dissimuler entièrement son crime. Lorsque Oshijima est retourné à son appartement, il a utilisé un couteau volé pour poignarder Rurika à la gorge. De ses propres mots, il l'a regardé et attendu mourir, et il a pensé à plusieurs reprises « S'il te plaît, meurs vite ». Son agonie durait plus longtemps que prévu. Alors, il est allé de l'avant et a retiré le couteau en croyant que cela accélérerait sa mort. Et il continuait à vérifier son pouls et son rythme cardiaque alors qu'il s'estompait lentement. Il a décrit à la police ses gémissements et ses grognements, les bruits qu'elle faisait en prenant son dernier souffle. Cela perturberait beaucoup de personnes lors du procès qui aurait lieu, en particulier la famille de Rurika, qui ne pouvait pas assister à ce récit complet et pleurait. Ce qui m'a attristé tout au long de cette affaire, c'est que lorsque la police a frappé à la porte, Rurika était à quelques pas seulement, vivante et capable d'être sauvée du sombre destin qui l'attendait. Ils étaient sa proche, mais lointains à la fois. Après que Oshijima a confirmé qu'elle n'avait plus de pouls ni de battements de cœur, il l'a détachée et a traîné son corps jusqu'à la salle de bain. Il l'a ensuite déshabillée et a utilisé des couteaux et une scie pour la démembrer. Il avait ses outils auparavant. Il a d'abord coupé sa tête car selon ses propres mots, il avait trop peur de regarder son visage, ayant l'impression qu'elle le maudissait pour ce qu'il avait fait. Il a ensuite procédé à la découpe de ses membres, un par un décrivant même la couleur de la chair et de la graisse. Il a ensuite écorché ses bras secs et ses jambes avant de s'attaquer à sa poitrine, où il l'a coupé jusqu'à son estomac et a retiré ses organes. De sa tête, il a coupé ses cheveux, le cuir chevelu, ses yeux, son nez, ses oreilles et ses lèvres, et les a placés sur la planche à découper. Ses os ont été sciés en morceaux encore plus petits, et beaucoup de ces parties ont été bouillies jusqu'à ce qu'elles soient tendres, puis elles ont été à nouveau décomposées en morceaux plus petits. Au cours des jours suivants, a-t-il dit, il a commencé à jeter ces morceaux dans les toilettes.
Certains des os continuaient à poser problème, alors il les a stockés dans le réfrigérateur et a caché d'autres dans de vieilles boîtes poussiéreuses sous son lit ou au fond de piles plus grandes. Oui, ces mêmes piles de carton. Il a expliqué qu'en coopérant avec la police, il gagnerait sa confiance et ne le pousserait pas à vérifier le fond des piles qui contenaient certains de ses os et parties de corps. Il décrit ensuite comment il a ouvert le haut de son crâne et a jeté son cerveau dans les toilettes. Il décrit comment, à un moment donné, il était en train de démembrer le corps et la police a frappé à la porte pour demander des empreintes digitales. Il leur a fourni cela car il avait récemment endommagé ses empreintes digitales en utilisant un agent corrosif dans son appartement. Bien que son principal moyen était de faire disparaître lentement les restes démembrés de Rurika dans les toilettes, certains de ses os et parties de corps étaient conservés dans son sac à dos et ses poches et il s'en débarrassait pendant ses promenades jusqu'à son travail, dans les poubelles, les égouts ou même là où des chiens errants étaient revus en chemin. Oshijima a gardé le téléphone de Rurika et prévoyait de l'éteindre plus tard pour créer l'illusion qu'elle était vivante. C'est pour cette raison qu'on l'a retrouvée plus tard dans son bureau. Le reste de ses affaires, comme ses vêtements, son portefeuille et ses cartes, ont tous été découpés en petits morceaux et jetés dans les toilettes. Oshijima a admis avoir éliminé le dernier d'elles, un fragment d'os, le 1er mai, et lorsqu'il a remarqué la diminution de la présence policière le 8 mai, il a jeté les serviettes ensanglantées dans des poubelles. Il a ensuite repris sa vie normale jusqu'à ce qu'il soit bien sûr arrêté. Sur la base de sa confession, la police a lancé une recherche massive du système d'égout de Kota Ward, des tuyaux, des décharges et des poubelles. Ils ont littéralement fouillé des montagnes de fesses et de déchets humains dans ce qui est sans aucun doute un travail merdique. Entre le 28 mai et le 6 juin, la police a récupéré 49 fragments d'os et 172 morceaux de chair, tous coupés en morceaux d'environ 5 cm et tous liés à Rurika par des tests acides désoxyribonucléiques. Ils ont également trouvé son permis de conduire, des morceaux de chair avec un trou de piercing de nombril et un doigt, tous encore une fois correspondant à elle, grâce à l'acide désoxyribonucléique. Le procès pour meurtre de Oshijima a commencé le 13 janvier 2009 au tribunal de district de Tokyo. L'accusation a commencé par montrer des photographies des restes de Rurika Tojo, ce qui a horrifié le public et sa famille. Tout le monde voulait comprendre qui pourrait faire une telle chose. Takanori Oshijima est né le 5 janvier 1975 dans la préfecture d'Okoyama au sein d'une famille proéminente et aisée. Il était l'aîné de 4 enfants et son arrière-grand-père était un politicien et son père un comptable fiscaliste prospère. Mais tôt dans sa vie, il a eu un accident dévastateur. Un mois avant son 2e anniversaire, il est tombé dans une cuve d'eau bouillante en poursuivant un chat et a subi de graves brûlures aux 2 jambes. Après plusieurs opérations et greffes de peau, et après avoir été incapable de marcher pendant 6 mois, il a finalement pu se rétablir lentement. Bien qu'il se soit rétabli physiquement, émotionnellement, ses cicatrices étaient profondes, et il a attribué ces cicatrices au reste de sa vie car tout au long de son enfance, il a subi des intimidations sans fin. Ses camarades de classe se moquèrent de lui en le traitant d'enfant brûlé et de nain de feu. Son père offrait peu de soutien émotionnel, se contentant de dire que les hommes ne pleurent pas pour des choses comme ça. Il l'a même forcé à aller à une école de shoshu, ce qui a exposé ses cicatrices et exacerbé le harcèlement. Et la mère de Oshijima n'est pas intervenue. Il a prétendu toute sa vie qu'il avait été déçu par tout le monde, y compris ses parents, et a fini par les détester profondément. Il est resté socialement isolé, évitant les amitiés et les relations amoureuses. Il affirme être encore vierge. Il a reproché à ses parents son accident et ses cicatrices, croyant que leur négligence a ruiné sa vie. Il a envisagé un moment de les tuer, mais y a renoncé. En mars 1993, diplôme en poche, il a déménagé à Tokyo pour fuir son passé. Il vivait seul et gagnait un salaire de 500 000 yens en tant qu'employé contractuel. Ses collègues le décrivaient comme un homme qui était profondément insécurisé quant à sa position dans l'entreprise. Il était condescendant envers les employés de niveau inférieur et détestait toute personne en couple, les qualifiant de stupides. Ce qui a vraiment retenu l'attention de tous lors du procès, c'était son fétichisme autodéclaré de l'attraction sexuelle pour les femmes amputées. Il décrit comment, dès son jeune âge, il était attiré par des illustrations explicites de femmes aux membres amputés dans des scénarios non consensuels. Il se masturbait souvent sur ce genre de matériel. Sachant cela, vous vous interrogez sur l'utilité de cette scie à os. Et aussi son récit de ce qu'il a fait à Rurika.
Est-ce toute la vérité ou y a-t-il beaucoup plus à savoir avant qu'il ne la démembre et ne la jette dans les toilettes? Nous ne le saurons peut-être jamais car il est impossible de faire une analyse médico-légale sur des morceaux de 5 cm d'un corps humain plus grand. Par respect pour la victime, nous nous en tiendrons aux faits présentés au tribunal. L'accusation a demandé la peine de mort, tout comme Hoshijima qui a déclaré « Je veux être exécuté et m'excuser en enfer ». La défense, cependant, a cité son enfance traumatisante, son état mental, son absence d'antécédents judiciaires et son remords montré tout au long du procès, plus sa confession détaillée. Mais l'accusation a rétorqué que son remords n'est apparu qu'après son arrestation et ils ont souligné son comportement antérieur, comme rire pendant les interviews et travailler tous les jours pour se débarrasser du corps et s'en tirer avec un meurtre. Ils ont soutenu que ces actions démontraient un état d'esprit calculé et impénitent et que cela justifiait la peine de mort. Le 18 février 2009, Takanori Hoshijima a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le juge qui a rendu le verdict, le juge Haride, a déclaré que le mobile de son crime découlait d'un désir tordu de transformer Rurika Tojo en esclave sexuelle. Il a sévèrement critiqué Hoshijima pour avoir tué et démembré Rurika par peur d'être pris. Il a décrit l'élimination de son corps comme le traitement de la victime comme un simple déchet. Et dans ses propres mots, il a dit « C'est un crime extrêmement méprisable qui piétine la dignité du défunt et inflige une profonde douleur émotionnelle à la famille ». Mais il n'accorderait pas la peine de mort car en se référant à des arrêts précédents de la Cour suprême, lorsqu'il n'y a qu'une seule victime, le crime doit être exceptionnellement odieux pour justifier la peine de mort. Et bien que le meurtre et le coup de couteau porté à Rurika au cou aient été jugés de sang-froid, cela n'était pas assez persistant pour être considéré comme extrêmement cruel. La famille a été déçue par cette décision et Hoshijima lui-même a exprimé le désir de mourir comme forme d'excuse, mais le juge Hirade a conclu qu'il est approprié pour lui de passer le reste de sa vie à prier pour l'âme de la victime et à expier ses crimes. Le parquet a fait appel de la décision le même mois et la première audience a eu lieu à la Haute Cour de Tokyo le 11 juin. Hoshijima n'est pas apparu, déclarant qu'il voulait recevoir la peine de mort. Le 10 septembre 2009, la Haute Cour de Tokyo a confirmé la peine à perpétuité, clôturant l'affaire. Hoshijima reste en prison, probablement pour le reste de sa vie, purgeant sa peine dans la prison de Chiba. Beaucoup de recherches ont été menées sur cette affaire, y compris la lecture de documents judiciaires. Alors, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et découvrir mes autres vidéos sur des affaires criminelles réelles. Merci d'avoir regardé, c'est Victor. À plus!